Donc là, on parle de la mise en service de ton installation. Tes batteries sont en 12 volts, donc elles se mettent en parallèle. Tes câbles batteries, là, tu vas les brancher le moins d'abord. Avant de raccorder ces câbles-là, tu mets tes batteries en parallèle pour éviter de te retrouver à faire des étincelles. Tu dévisses tes 4 bouchons, enfin tes 4 vis. Tu les perds pas. On va dire que c'est cette batterie-là que tu raccordes au système. Tu mets le moins, alors le moins c'est sur le vert. Tu mets la cosse à l'envers comme ça. Comme ça, par habitude, tu ne te tromperas jamais. Tu risqueras pas de te retrouver bloqué parce que le papillon, il va taper dedans sinon. Et tu vas être obligé de forcer et tu vas finir par casser le plastique. Le deuxième, mais tu mets pas le papillon. Tu peux mettre directement le câble noir. Toc. Donc là, on a raccordé le moins. Donc tu as vu la cosse, faut pas la laisser au-dessus, là, faut la mettre bien sur le côté, sinon ça va mal serrer. Du moment que tu t'arranges pour que ce soit bien plaqué. Le plus, c'est pareil. Et celui-là, alors des fois ça fait des étincelles, des fois ça en fait pas. Au moment où tu le mets en marche, où tu le branches, le contrôleur batterie va s'allumer. Donc tu pourras filmer en même temps. Toc. Donc là, il n'y a que le contrôleur batterie qui est sous tension. Ton installation est raccordée. Ensuite, tu mets sous tension le sectionneur batterie ici. Donc ça, c'est uniquement un appareil qui sert en cas de démontage-remontage. Là, on a la pompe à eau qui se met en marche qu'on a oublié de la couper. Donc tu mets bien sous tension ici, ça va t'allumer le régulateur solaire, donc là qui est allumé. Donc tu peux contrôler la tension de tes batteries si elle est bonne. Là, on est à 12,7, donc ça veut dire qu'elles sont à 100%. Si tu les as stockées pendant longtemps, au moment où tu veux les raccorder, tu seras peut-être entre 12,2 et 12,4. Donc là, ça veut dire qu'elles sont soit très très froides, parce que plus elles sont froides, moins il y a d'énergie dedans, soit ça fait qu'elles ont commencé à se décharger. Donc avant réellement d'utiliser le 220, sauf si tu en as besoin tout de suite, ben tu raccordes tes panneaux solaires. Donc sur ton installation, on avait prévu une rallonge que tu peux mettre au bout de ça pour aller loin. Mais ici, pour tester, on va le faire uniquement avec le panneau solaire ici. Alors c'est des raccords MC4, au cas où tu en casses un et que tu as besoin d'en racheter. Tu peux pas te tromper. C'est mâle femelle. Là, j'ai mis un petit scotch rouge pour que tu saches que c'est le rouge. Et là, si tu veux savoir, c'est pas forcément ce qui est marqué dessus, il faut aller regarder sur le panneau. Parce qu'en fait, vu que tu vois, le mâle, il sert à la fois pour le moins et le plus. Oui. Donc, ce qui est marqué dessus, c'est pas trop valable. En fonction que c'est de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est inversé. D'accord. Donc, faut pas te fier à ce qui est écrit sur le connecteur. Ouais, d'accord. Faut que l'installation soit bien faite d'origine, en fait. Et c'est le cas. Donc là, tu raccordes les deux. Toc. Puis ton régulateur va se mettre à produire. Alors, pour ton installation à toi, tu as un deuxième panneau. Donc, soit tu les mets, il y a une petite boîte de jonction. Soit tu les mets en parallèle avec la boîte, soit tu les mets en série. Tu peux monter jusqu'à 150 volts, donc jusqu'à 4 panneaux, si vraiment tu as besoin. Mais là, en l'occurrence, 2 panneaux, c'est bien. Puis de toute façon, tu es limité à 800 watts. Donc là, comme on en a à peine 500, si tu veux en rajouter un de plus, tu peux, mais après, le régulateur sera plus capable. Okay. Donc là, on voit bien qu'on charge, on est à 3 watts. Il n'y a pas de soleil, on est à l'ombre. Et tu vois, le panneau tout seul, il est à 22 volts. 20 volts. Donc on est au-dessus de 12. Donc un panneau, ça suffit. C'est vrai, si tu en mets deux, tu auras une tension un peu plus élevée. Tu auras peut-être une meilleure récupération de l'énergie. Mais là, tu vois, avec un soleil comme ça, tu n'as rien. Donc là, la suite, normalement, tu allumes l'onduleur. Mais avant, on n'en a pas parlé tout à l'heure, tu mets ton piquet de terre. Et là, tu as ton fil de terre. Ton fil de terre, il est raccordé au neutre, le fil bleu de ton onduleur. Donc il y a du jus. Il y a du jus dessus quand tu allumes l'onduleur. Donc le mieux, c'est fait exprès, c'est comme chez EDF. Il faut le raccorder à la terre pour avoir le neutre à la terre. Voilà. Si tu ne fais pas ça, ton disjoncteur différentiel ne va pas fonctionner. C'est ça le disjoncteur différentiel. Très bien. Donc pour ça, tu nous as fourni une pique en IX. Normalement, tu as un piquet de terre qui est dans le lot. Ouais. Donc une fois que tu l'as raccordé, tu allumes ton onduleur. Il y a 2 positions, il y a télécommande et puis marche forcée. Je crois qu'on n'utilise pas la télécommande ici. Non. Il y a on peut mettre un interrupteur à distance. Là, il y a un petit switch là, si je peux l'enlever, toc. Donc là, l'onduleur s'est éteint. Tiens, c'est ça. Donc là, il est mis en court-circuit. Mais si tu mets un interrupteur dessus, tu mets 2 fils et tu mets un interrupteur, ça sert allumage-extinction, quoi. Donc là, quand je le remets, il va se rallumer. Toc, toc, voilà, il est allumé. Et donc là, pour voir s'il y a du courant, tu peux appuyer sur ce petit bouton test là. Normalement, on le teste une fois par mois, ce disjoncteur. Ça permet de vérifier qu'il protège bien. Parce que le petit test, là, ça simule un défaut à l'intérieur, comme s'il y avait du courant qui allait sur une masse métallique, et ça disjoncte. Okay. Ça le fait même si tu n'as pas branché le piquet de terre, parce que c'est bien câblé à l'intérieur. Le piquet de terre, il va te servir pour,
si toi, en tant qu'humain, tu touches une carcasse Ouais, métallique sous tension. Tu vois. L'idée, c'est que le piquet de terre, il permet au disjoncteur de disjoncter avant que tu touches. Ouais. Voilà, si tu n'as pas mis le piquet de terre, ça disjonctera quand tu toucheras. Comme il protège bien, normalement, tu ne meurs pas. Mais on évite. Comme ton installation, elle a une pompe ici. Je t'ai dit, tu as vu, il y a le fusible ici. Donc, dès que tu mets en marche, la pompe se met en marche, mais on n'a pas raccordé l'eau, donc ça va pisser de l'eau partout. Pour le régulateur solaire, on a vu tout à l'heure, on avait une manip à faire pour éteindre et allumer le courant. Donc là, on a une petite lampe qui est allumée. On voit des petits traits autour. Et pour l'éteindre, alors nous, on a enlevé le mode manuel là. Il faut aller dans le menu Load, en appuyant vers le bas. Là, il est marqué Normal On. Tu appuies à droite, il clignote. Et avec au bas, tu changes la valeur. Donc là, on va aller... moi, je sais qu'elle est dans l'autre sens. Manuel. Donc là, je me mets sur manuel, en validant à droite. Je ressors, en validant à gauche. Là, il est sur off. Et normalement, il y a un bouton pour le mettre en marche, mais des fois, tout à l'heure, ça ne marchait pas. Donc tu vois, c'est... Donc là, en mettant sur manuel, ça l'a éteint. Et pour le remettre en marche, du coup, il faut retourner dans le mode à droite. Changer, alors c'est haut ou bas, je ne sais plus. Ça doit être vers le haut. Le mode debug, ça doit être marche permanente, je crois. Et voilà, normal on, on ressort et c'est allumé. Il va couper tout seul à chaque fois qu'il y aura une surcharge. Il y a un fusible électronique dedans. C'est un petit relais qui coupe quand le courant est trop élevé ou quand la batterie est déchargée ou surchargée. Okay. C'est-à-dire c'est une batterie 12 volts, si elle monte à 20 volts, c'est pas bon. Ouais. Donc ça coupe. Si tu veux, l'onduleur aussi, il va couper. Et donc pour relancer, s'il n'y a plus de défaut, si la batterie est chargée, s'il n'y a plus de court-circuit, eh ben, il faut faire la manip qu'on a fait là. De repasser en manuel voilà. et en normal. Si c'est parce que la batterie est déchargée, au moment où elle se recharge, normalement il se enclenche tout seul. Okay. Mais des fois, il attend un peu longtemps. Et si toi tu sais que le soleil est revenu ou que tu as mis un chargeur autre, bah, autant le faire manuellement pour avoir de la lumière. Si tu as besoin de mettre un chargeur externe, via le réseau, via un groupe électrogène, là on n'en a pas mis, tu te branches là-haut. Donc en l'occurrence, sur le contrôleur batterie, y a les câbles de la batterie. Si tu te mets à gauche, c'est directement la batterie, mais il va pas mesurer, il va pas mesurer ce qui se passe lui. Et ça c'est embêtant s'il ne mesure pas parce qu'il va rester à 20% par exemple si tu as décidé de charger à 20%. Donc il faut qu'il mesure tout ce qui se passe. Tu ne te branches pas en direct sur les batteries. D'accord. Ouais, donc on passe devant. Il va bien voir la tension monter, mais il ne va pas compter les ampères-heure. Donc le plus, bah, tu as un fusible qui est là. Tu as un fusible qui est interchangeable que tu peux changer. Et tu te mets du côté où tous les câbles sont raccordés là à droite. On va mettre une petite flèche comme ça tu sauras. Chargeur, on va mettre une flèche là, une flèche là. Et puis comme ça l'appareil il compte et puis et la charge, tu vois la charge évoluer ici quoi. Ça c'est le fusible du plus et ça c'est le contrôleur batterie, c'est un shunт de mesure en fait. Ici tu peux mettre un chargeur assez puissant de 40 ampères par exemple. Les batteries supporteront au-dessus parce que le régulateur fait 60 ampères donc normalement tu peux aller un peu au-dessus. Ok. Ouais, donc ça veut dire que en gros on a des pinces sur un chargeur quoi. Ouais, t'as des pinces. Une pince là, une pince là. Okay. Voilà. Puis avant le fusible comme ça, s'il y a une connerie, le fusible il saute. Et il vaut mieux mettre 8 € de fusible. Ça on chante enfin, hein non, ça t'y touches jamais. Ouais, d'accord. T'y touches que quand tu décâbles l'installation ou quand tu dois intervenir sur les batteries en dehors de tout ça. Si tu dois couper ça, il faut couper le solaire d'abord. Parce que le régulateur va rester en marche, l'onduleur va rester en marche, ça va être fluctuant. Ça va être un peu dangereux en fonction du soleil. Ça peut cramer les appareils. Ce sectionneur-là, il ne sert pas, c'est pas un arrêt d'urgence. Si on voulait un arrêt d'urgence, on mettrait un coup de poing et ça couperait que le 220 en fait. Là, c'est pas un arrêt d'urgence. Tu peux effectivement le manœuvrer si ça prend feu. Bah oui, c'est mieux que rien de le couper. Mais normalement, ça sert pour la maintenance, pour la mise en service. Pourquoi moi je l'ai mis? C'est parce que ça, c'est de l'électronique dedans. Il y a des logiciels, des algorithmes. Et du coup, si tu ne mets pas ça, quand tu branches les batteries, tu risques de faire des étincelles. Et il va te démarrer puis s'arrêter. Et du coup, il va bugger. C'est embêtant d'avoir un régulateur qui bug. Il faut le ramener en garantie. Est-ce qu'ils vont accepter tout ça? C'est pas... Certains sont bien protégés, d'autres ne le sont pas. Donc pour éviter ça, sectionneur. Ça n'a pas d'étincelles. Tu n'abîmes pas l'écosse avec les étincelles. Tu ne fais pas péter l'hydrogène.
pas dangereux, quoi. Mhm. Donc tu vois bien, quand on a branché, il n'y a pas eu d'étincelle. Ça a été. Voilà. Si j'aimais pas ça, ou si je l'avais laissé fermer, ça aurait fait clac. Donc pour l'égalisation des batteries, donc là on est dans le menu 7, menu paramétrage. On voit déjà les paramètres de régler. On valide à droite là. Et puis il faut aller tout en bas, tout en bas. On passe devant tous les paramètres déjà enregistrés, jusqu'à ce qu'on voie marquer. Voilà, on était dessus. Ah. EQU INV, donc ça doit être intervalle d'égalisation. Et là, il y a marqué 30 jours. Normalement, il le fait tout seul tous les 30 jours. Si tu veux forcer une égalisation, tu mets 1 jour ou 0 jour. Ça va forcer l'égalisation aujourd'hui ou demain. Ça permet de le faire rapidement, quoi. Et l'égalisation, tu le fais soit parce que je te l'ai dit de le faire, soit parce que tu as constaté un déséquilibre dans les batteries au niveau du pèse acide. Il faut déconnecter les panneaux solaires. Tu peux commencer par l'onduleur ou commencer par les panneaux solaires, mais jamais par ça. Là, je commence par les panneaux solaires. Donc là, tu as vu cette prise-là, on a accès au petit ressort plastique là. Donc on peut presque le faire à la main, normalement. En appuyant dessus, ça se défait. Si ce n'est pas le cas, tu prends la pince plate pour défaire. C'est les petites sécurités qui empêchent de se débrancher. Et celle-là, elle n'est pas accessible. Donc soit il faut couper le plastique qui est gênant, soit on le garde comme ça en se disant c'est une sécurité après tout. Et il faut réussir à loger, tu peux filmer de plus près si tu veux. Réussir à loger le tournevis à l'extérieur des petites pattes là, 2 tournevis plats. J'ai rien que le fait de les mettre dedans, ça devrait suffire. Mais sinon, il faut les écarter un peu. Hop. Et puis on tire dessus. Je vais essayer de faire tout seul. Voilà, toc. Et donc là, on a le solaire qui est décablé, le régulateur qui s'est éteint. Avant de couper ici, on va s'assurer que l'onduleur est éteint aussi. Alors si vraiment vous avez des appareils sensibles ou autres, vous pouvez prendre le temps de couper tous les disjoncteurs avant. On éteint ici, on met sur 0 et on coupe. Lui s'éteint, c'est bon, on décable les batteries. Quand tu décables, c'est pareil, tu fais pas de court-circuit. Tu peux débrancher le plus. En faisant ça, le contrôleur batterie va s'éteindre. Il faut surtout faire gaffe quand on enlève les câbles qu'ils n'aillent pas rebondir sur le moins, qu'ils n'aillent pas faire des étincelles autre part, qu'il n'y ait pas une carcasse métallique quelque part. Ça abîmera pas les batteries, ça leur fait un choc, mais du coup elles vont commencer à se décharger, ça va abîmer l'écosse. Puis ça c'est embêtant, quoi. Mais sinon tu peux très bien les garder 8 ans après avoir fait un court-circuit sur les batteries. Du moment que c'est furtif. Donc pour ce qui est de l'entretien des batteries, tu parlais des charges et tout ça là, ça tu dis on vérifie très régulièrement le niveau des batteries. Ah, pour le niveau des batteries, oui. Tu défais les bouchons, tu regardes si on voit les plaques. Si tu vois les plaques à l'intérieur, c'est qu'elles sont plus dans l'eau, donc elles vont s'oxyder. Ça veut dire que tu vas perdre de la capacité de manière irrémédiable. Dès qu'elles sont à l'oxygène, alors ça prend quelques heures, ça s'oxyde. Hein. Donc il faut au moins qu'elles soient dans l'eau. Et si tu veux avoir une batterie qui est équilibrée et qui a suffisamment de capacité, il faut que les niveaux soient hauts. Mais tu fais les niveaux hauts que quand la batterie est chargée à 100% ou à 90%. Quoi. Voilà. Si elle a eu un cycle de charge, elle est censée remonter toute seule en niveau parce que la densité électrique augmente et donc la densité de l'acide aussi. Comme la densité augmente, le volume augmente et comme la batterie n'est pas plus grosse, ben le niveau monte. Donc on fait d'abord une charge et après on rajoute de l'eau C'est ça. déminéralisée. S'il en manque vraiment beaucoup, tu vois, si on voit les plaques, Ouais. avant de faire la charge, tu mets un peu d'eau. Mais tu fais pas le niveau, tu mets un peu d'eau pour qu'elle baigne dans l'eau. Mais C'est ça, c'est du curatif là, tu pourras. Parce que si tu manques d'eau, tu peux pas faire le pèse acide. Et tu peux pas charger non plus, enfin, tu es en train de les abîmer. Donc tu mets un peu d'eau, tu prends un verre de l'eau déminéralisée, tu mets dedans. Parce que souvent les bidons, c'est un peu... Et puis le verre, il est doseur, tu prends l'éco-cup, là, tu mets 20 centilitres d'un coup, comme ça tu ne veux pas déborder. Donc ça, c'est en général après l'été que ça arrive, quand on a oublié de regarder, que tout l'été, ça a eu une grosse charge, ça a fait beaucoup bouillir. Bah, tu as perdu de l'eau. Et donc tu regardes soit au printemps, soit à l'automne, soit juste pendant l'été, tu dis « Ah mince, il n'y a plus d'eau !» Et là, tu te dis « Mince, j'ai pas de stock d'eau, il faut que j'aille acheter de l'eau, ainsi de suite. » Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas trop tarder. Parce qu'à chaque fois, tu vas perdre de l'autonomie. Et ça, pour la récupérer, c'est pas dit que tu la récupères avec une égalisation, il faut la passer en régénération. Après, si tu perds que 5%, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, mais l'idée, c'est de ne pas les perdre. Donc, parce que tu t'en perdras forcément avec le temps, avec l'usage. Donc si tu peux éviter de les perdre de manière un peu bête, par manque d'entretien,
Et c'est là que tu te dis pourquoi j'ai pas pris des batteries sans entretien. Eh ben, vaut mieux prendre des batteries avec entretien, parce que les sans entretien, tu peux pas les entretenir. Ouais, voilà. Elles sont prévues pour une durée de vie. Si tu fais le con, elles sont mortes. C'est tout. T'as rien à contrôler, t'as rien à vérifier. Ouais. Donc les sans entretien, je dirais pas que c'est pour les flemmards, non, c'est pour des applications où t'as pas accès aux batteries en fait. Il y a plein d'applications où t'as pas accès aux batteries. Les véhicules électriques, t'as pas accès aux batteries. Voilà pour les batteries, les panneaux solaires. Tu t'occupes de l'électricité d'abord. Comme ça, tu es sûr que tu fais pas de conneries avec les fils. Tu peux t'occuper de l'eau avant le gaz, pour être sûr que tu es en eau. Et que tu n'as pas une pompe ou le gaz qui se déclenche avec pas d'eau dedans. Voilà. Normalement, il y a des sécurités, mais on peut éviter. Ce serait pas mal. De toute façon, tu vas nous l'expliquer vite. Tu veux qu'on commence par l'eau ? Tu te souviens qu'on a tout marqué dessus ? Donc toi, tu as une réserve d'eau qui n'est pas une réserve d'eau de pluie. C'est pas de l'eau de pluie, c'est une cuve d'eau de pluie qui vient s'accorder tout en bas là. Donc c'est l'entrée d'eau froide qui arrive sur ce filtre. Donc c'est un raccord 3/4 un petit peu comme celui-là là. Tu l'as déjà, tu devais avoir d'autres bouts de tube de fixer sur tes planches. Ouais. Donc là c'est la partie où on aspire. Mais à partir du moment où tu as ta cuve qui est pleine, l'eau va monter toute seule dès que tu ouvres. Tu n'es pas obligé de mettre la pompe en marche pour qu'il y ait de l'eau qui sorte normalement. Donc là tu as une crépine qui normalement est tout le temps serrée, fermée. Si par malheur tu la casses, soit je t'en envoie une autre, soit faut essayer de raccorder en direct. Faut acheter un petit raccord et puis il faut raccorder celui-là directement là. Tu n'auras plus de filtre, mais si tu as mis de l'eau propre. Ou on retrouvera un filtre, Voilà. Ça se démonte, ça se remet, mais des fois on le remet mal et ça risque de fuir. Mais tu as juste un joint et un petit tamis en inox à nettoyer dans une bassine. Ensuite, on arrive sur ça c'est un clapet anti-retour. Donc on a l'alimentation d'eau qui est là, qui va dans ta pompe. Ta pompe émet sous pression l'eau. Il y a une partie qui va dans ton vase d'expansion qui est là pour avoir une pression maintenue par la pression d'air qui est dedans. Ça, c'est le manomètre qui mesure la pression que tu peux régler. Il y a le minimum, le maximum. Je ne sais pas si on l'avait déjà réglé, mais je ne sais pas si vous avez besoin de le régler. Dessus, tu as une vis plus. La grosse vis, quand tu la serres, ça augmente la pression. Ça augmente la pression moyenne. Et la petite vis, ça fait varier la différence de pression. Tout le temps, on se fait avoir, on croit que la petite vis, c'est la pression basse et la grosse vis, c'est la pression haute, mais non. La grosse vis, c'est la pression en général, et la petite, c'est la différence de pression entre le haut et le bas. Donc si tu veux que ça se déclenche souvent, il faut une petite différence de pression. Si tu veux que ça se déclenche tard, il faut une grosse différence de pression. C'est un peu un casse-tête quand on ne sait pas. Donc nous, en fonctionnement normal, on a donc l'eau froide qui est mise sous pression. Elle va arriver, elle a deux circuits, elle a un circuit eau chaude, un circuit eau froide. Donc vers l'eau froide, elle va ta nourrice d'eau froide. Donc tu as tes 3 circuits là. Je crois qu'il y en a un qui ne servait pas, qui était en attente pour une cuve annexe ou pour autre chose. L'autre partie va dans le chauffe-eau gaz, et en sortie du chauffe-eau gaz, ça va à ta nourrice d'eau chaude. Donc tu as 3 tubes d'eau chaude là, donc de machine à laver, le beau évier. Et tu as un autre tube qui sert de retour dans l'eau froide. Parce qu'on avait mis en place un système de préchauffage de l'eau pour que le chauffe-eau il se lance en température et que tu puisses le régler. C'est ça. Et ça renvoie de l'eau, si tu veux, l'eau sous pression arrive là et retourne dans ta cuve. Elle est après l'anti-retour. Ouais, et une fois que la pression chute, la pompe se remet en marche et tu as une boucle comme ça qui se passe. Et en quelques secondes, tout est chaud. Donc c'est le genre de choses qu'on fait rapidement. J'avais mis ça en place parce qu'on a mis un ballon un peu puissant. C'est un 12 litres minute. Le 8 litres minute aurait été un peu plus lent. Et donc quand on ouvre, la pression chute, la pompe se met en marche et on a l'eau chaude qui se déclenche si elle est mise en marche préalablement. Donc sur la partie gaz, quand tu installes... Sur le principe, ça reste fermé tout le temps ? Ça reste tout le temps fermé, ça. C'est juste la vanne de bypass. Quand tu ouvres, ça te fait une boucle d'eau chaude. Et à un moment donné, il faut qu'elle s'arrête. Lui, il va se mettre en sécurité quand ce sera trop chaud. Mais il va se mettre en sécurité à 85 degrés. Il faut éviter. Là, c'est juste pour lancer l'eau chaude. Comme ça, tu as une boucle d'eau chaude. Comme ça, tu contrôles que tu es à 30-40 degrés si tu as besoin de régler. Genre et puis, tu restes pas pendant 2 heures parce qu'il va tout le temps monter en température. On le fait quand ça ? Le soir Non, tu le fais si tu veux préchauffer l'eau ou régler ton chauffe-eau gaz. Ou tester ton chauffe-eau gaz. Ouais, donc en gros, ça m'intéresse pas trop dans l'usage quotidien, quoi.
Ça peut te servir si tu veux directement de l'eau chaude pour ta machine à laver par exemple. Si tu veux pas attendre qu'elle tire quelques litres. Comme ça, s'il est déjà chaud, tu as déjà une petite réserve d'eau chaude. Et ça peut suffire. Par exemple, si tu as besoin d'un filet d'eau pour te laver les mains, tu veux qu'elle soit chaude. Si vraiment ça t'embête, si en ouvrant le robinet ça déclenche pas l'eau chaude, bah, tu l'as déclenché avant et tu as 2 litres de chaud, quoi. C'est pour pallier aux petits problèmes qu'on a sur ces ballons d'eau chaude là, qui ont ces chauffe-eau là, qui ont tendance à pas se déclencher à basse vitesse d'eau quand tu ouvres un petit peu, ou quand on veut régler la température. Des fois, bah, on est dans la douche, on ne sait pas. Si on le fait avant, eh ben, on peut la régler là. Ça permet de gagner de l'eau, de prendre une douche par exemple. Ouais, ça t'économise de l'eau parce que tu l'as déjà préchauffé. Ouais. Pour la partie gaz, tu te souviens qu'on a une cheminée ? Oui. Faut pas oublier de la mettre. On a dû mettre une attache là. Alors là, elle est un peu aplatie parce que c'est tu dévisses, tu remets ton tube dedans. Après, a priori, tu dois pouvoir le coulisser. Hein. Si tu le coulisses, c'est que tu le clips dedans. Ça, faut que ça sorte à l'extérieur de ton dôme avec une isolation laine de roche. Pour ça, je t'avais laissé un panneau de laine de roche. Parce que ça va être dans les 100-150 degrés suivant l'usage. Puis ça, les toits, les aiment pas. Ça marche aussi si tu mets pas de cheminée. C'est fait pour, mais c'est ton enveloppe, ton air intérieur qui va être chargé en CO2 et en monoxyde de carbone. C'est pas top. Si t'as pas le choix, ça marchera. Tu as un raccord de gaz ici avec un détendeur. Je t'ai mis le plus long que j'ai trouvé. Alors c'est un détendeur propane, je crois, qu'on a mis. Voilà. Il s'avère que chez moi j'ai un chauffe-eau de ce genre qui est branché sur du butane et parfois on est obligé de mettre un propane quand même parce que la pression est à peine suffisante par rapport à la puissance de l'appareil. Donc si tu branches une butane, ça devrait marcher aussi. Il y aura peut-être des flammes un peu plus grandes, il faudra vérifier. Ouais, ça. A priori, on restera en propane. On les a quoi. En dépannage. Ouais. Hein, oui. Donc quand tu branches, bah, tu ouvres ta bouteille. Une fois que tu as ouvert ta bouteille, tu appuies sur ton petit bouton là, c'est un décompresseur, parce que c'est rempli d'air là-dedans. Donc il faut lancer l'appareil, parce qu'il se met en sécurité, il croit que la bouteille est à l'air libre. Donc à la première mise en service, ou alors quand on n'est pas sûr qu'il y a du gaz, on appuie là, ça fait tchit, et ça relance, ça augmente un petit peu la pression là, et ça relance le débit de gaz. Tu as un interrupteur en dessous avec des piles. Compartiment pile, tu as déjà les piles dedans. Si, normalement, elle dure 6 mois les piles. Si tu t'en sers régulièrement, ça dure 6 mois. Puis tu as un petit interrupteur en dessous. Là, il ne s'allume pas parce qu'on n'est pas en train de tirer de l'eau. Ouais. L'interrupteur, il permet juste au ballon de se mettre en marche dès que tu tires de l'eau. Donc on le laisse toujours allumer ce truc-là, sur le principe. Non. Oui, sauf si tu as une fuite d'eau. Voilà, c'est ça. Si tu as une fuite d'eau chaude, il va se déclencher n'importe quand, ça va être désagréable. Okay. Et donc tu vois, l'intérêt d'avoir le circuit avec la boucle, c'est que pour tester ton ballon d'eau chaude s'il marche, ton chauffe-eau, tu mets la boucle et il va se déclencher. Parce que là, on ne peut rien régler. On a mis sur on, mais il ne s'est pas allumé. Ok. Et puis tes réglages, eh ben, ils sont marqués en façade. Là, c'est le débit d'eau, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu veux qu'il se déclenche pour chauffer l'eau. Donc là, je l'ai mis au minimum. La régulation de gaz, donc j'ai mis au minimum aussi. Et puis été-hiver, ça change aussi la puissance. Mais ici, comme il ne sert pas de chauffage, ça ne paraît qu'il ne sert pas de chauffage. Là, ouais. Donc, à moins qu'il fasse vraiment moins 10. L'entretien de cet appareil-là, tu as quelques vis, 1, 2, tu as les mêmes au-dessus, 3, 4. Tu enlèves la façade. Pour enlever la façade, tu enlèves les boutons. Normalement, si je fais ça, si tu forces dessus, ils sortent. Voilà. Toi, tu peux pas te tromper, il y a un méplat dedans. Tu enlèves les boutons, sinon tu peux pas sortir la façade. Donc tu as une plaque, alors je sais pas s'il faut la soulever, mais tu vas avoir accès à toute la partie chauffe. Tu auras peut-être l'écran à déconnecter, tu as une petite prise derrière. Et il faut passer un coup d'aspirateur dedans, ou de soufflette. Soit c'est directement accessible, et c'est bon, soit il y a une autre plaque à démonter pour avoir accès au brûleur. C'est là où le gaz y sort. Ça s'encrasse parce que à chaque fois qu'on lance une chauffe, ça crée des petites suies qui se solidifient dans l'échangeur de chaleur qui est à l'intérieur. L'échangeur, c'est des petites plaques qui sont très fines comme ça. Et puis elles tombent au bout d'un moment, et puis c'est sale. Puis ça peut prendre feu à terme. C'est comme une cheminée mal entretenue. Donc, ou alors si tu fais tomber des choses dedans, tous les ans. Une fois par an. Okay.
C'est le fameux passage du chauffe. Bah, c'est ce que tu fais chez toi aussi quand il y a le chauffagiste. L'entretien, Il vient, on a l'impression qu'il fait rien. Il ouvre, il passe un coup d'aspirateur, il referme. oui. Mais il contrôle que ça marche en fait. Mhm. Et puis il enlève ce qui peut créer un incendie. Et puis s'il voit qu'il y a des tubes abîmés, il le fait, mais c'est le contrôle visuel, hein, un chauffe-eau gaz. C'est tout ce qu'on peut faire. Sauf s'il y a de l'électronique qui te donne des défauts. Mais à partir du moment où tu essayes de mettre de l'eau chaude, qu'il se déclenche bien, que ça te va, les seules choses qui ne vont pas sur un chauffe-eau gaz, c'est l'usage. En général, c'est le consommateur qui dit bah oui, mais il ne se déclenche pas assez vite. Ou il fait... L'installateur, il ne sait pas, à part s'il va prendre une douche chez vous, il n'en sait rien. Ouais. Il peut que tester en ouvrant le robinet. Donc c'est le seul entretien qu'il y a dessus. Ok. Et le jour où ça marche plus, c'est soit tu n'as plus de pile, soit tu as un fil qui est bouffé par une souris, soit tu as un appareil qui est défectué dedans suite à du gel, par exemple. Si ça a gelé dedans, dans votre habitat, si vous n'y habitez pas pendant une semaine où il gèle et que vous n'avez pas allumé le poêle à bois, eh ben, si vraiment vous êtes sûr qu'il va geler, il vaut mieux purger tout le circuit d'eau. Voilà. Parce que ça va éclater tout ce qu'il y a dedans et puis ça va fuir, ça va plus marcher. Vous purgez comme on a fait là, tous les tubes vont vers le bas donc c'est facile à purger. Hein, c'est bien fait, hein. Qui c'est qui vous a fait ça? La pompe elle est auto-amorçante donc même s'il y a de l'air en entrée, elle va finir par s'amorcer toute seule et à aspirer l'air et à se remplir d'eau. Je t'ai mis des joints là, t'as vu? C'est les joints de rechange parce qu'à chaque fois que tu défais le tube, il y a un joint papier. Tu peux les réutiliser plusieurs fois s'il n'est pas abîmé, pas trop abîmé. Mais si tu le perds, chaque fois que tu démontes, si tu le perds, si tu oublies de mettre le joint, ça va fuir. Ouais. Et les joints papier, ce qui est bien, c'est que quand ils prennent l'eau, ils gonflent et du coup, ils deviennent étanches. Donc si tu as à peine assez serré, tu peux refaire un petit coup de clé. Mais souvent, ils s'étanchéifient tout seuls quand il y a juste une goutte. L'autre élément qui peut être important pour toi, c'est ça. Alors là-dedans, tu as une vessie. C'est ce qu'on appelle en général une vessie. Alors elle est blanche parce qu'elle est en inox. Si un jour elle casse, pour X raison et que tu dois la changer, si tu mets une rouge, eh ben, elle sera en acier. Et du coup elle rouillera. Et tu auras de l'eau marron. Pas cool. Voilà, pas très cool pour toute ton installation et toi. Donc elle est en inox, normalement c'est tout spécifié dessus. À chaque fois il y a des petites informations supplémentaires, la pression maximum, tout ça. Mais nous ce qui nous intéresse, c'est la pression d'air. Et là, c'est marqué 2,5 bars. Ok. Nous, quand on a fait le montage, j'ai baissé un peu la pression parce que 2,5 bars, c'est trop pour la pompe. On est plutôt entre 1 et 2 bars. Sinon, elle va galérer pendant 2 heures pour monter en pression. À l'intérieur, ça ressemble à une chambre à air de ballon de foot. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous avez déjà démonté un ballon. Elle prend toute la place. Il y a juste la valve qui sort ici. Des fois, c'est démontable, des fois, ça ne l'est pas. Ça arrive qu'on puisse la changer. Et quand l'eau arrive sous pression, eh ben, elle écrase l'air. L'air peut se compresser. On a du mal à compresser un liquide, mais on peut compresser de l'air assez facilement. Donc la vessie qui est à l'intérieur va se contracter. Elle va se contracter et ça va se remplir en eau. Le but, c'est d'arriver à remplir la moitié. Vu que ça fait 6 litres, je crois, 12 litres. Donc on va pouvoir stocker 6 litres. Pourquoi on le stocke? C'est parce que comme ça, la pompe elle se déclenche moins souvent. On a une pression plus stable dans le temps. Et si on veut prendre une casserole d'eau, la pompe ne démarre pas toutes les 2 secondes. C'est moins désagréable. Par contre, si on prend une douche de plus de 6 litres, c'est normal que la pompe... Même avant d'arriver tout en bas, ça se trouve la pompe va se déclencher. Ouais. Mais pour maintenir une quantité d'eau relativement stable et éviter les à-coups, ça c'est important. C'est ça. Parce que sinon, c'est tout le temps en train de faire du yo-yo. Comment on le règle? Au départ, on met une pression dans le vase d'expansion, ici. Ça peut être 1 bar, ça peut être 1 bar 5. Il faut que ce soit légèrement inférieur à la pression d'eau. Parce que sinon, l'eau ne va pas être capable d'écraser la vessie. Okay. Si vous constatez que la pompe se déclenche trop souvent, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air dans la vessie. C'est-à-dire qu'elle est toute remplie d'eau. Ça va être relativement lourd. Et donc, il n'y a plus de... À part le volume, il n'y a plus rien qui appuie sur l'eau. Donc, la pompe se déclenche d'un rien. Et si vous constatez le contraire, si vous n'avez pas assez d'eau, c'est-à-dire quand vous ouvrez le robinet, vous n'avez pas très peu d'eau qui coule, vous pouvez couper la pompe, mais vous n'avez pas de stock d'eau, c'est qu'il y a trop d'air. Mais normalement, il n'y a pas trop d'air. On l'a réglé avant et ça perd de l'air, comme sur toutes les bagnoles, partout, ça perd de l'air tout le temps. Des fois, moi, pour entretenir, je mets un peu d'huile végétale, d'huile d'olive, une petite goutte. Comme ça hydrate le joint. Il y a un joint en caoutchouc dedans. Et quand il sèche, vu que c'est que de l'air, il fissure. Donc tu mets un petit peu d'huile et puis on sait qu'il y a de l'air. Pour vérifier l'air, alors moi j'ai un compresseur électrique, vous pouvez faire avec une pompe à main. Ou un petit manomètre si vous voulez juste vérifier la pression. Mettez dessus. Là on est à 1 bar 5.
C'est top. c'est parfait. Si c'est pas assez, bah, vous en rajoutez un coup. Et donc, soit vous le faites quand vous faites tout l'entretien, vous pouvez aussi contrôler l'air, soit vous attendez que ça tombe en panne, enfin, qu'il n'y ait pas assez d'air et vous en remettez. Non, bah, on vérifiera. Ce qui est contraignant, c'est que si vous attendez qu'il n'y ait plus d'air du tout, eh ben, l'eau elle va tellement avoir ratatiné la chambre en caoutchouc qu'elle va avoir du mal à se regonfler. Il va falloir vider toute l'eau, gonfler. Et en fait, quand on gonfle, il va monter très vite en pression, mais avec très peu d'air dedans. D'accord. Et donc à chaque fois, il va falloir vider l'eau, regonfler, vider l'eau, regonfler. Donc c'est un peu laborieux, Donc on le regarde régulièrement. parce que normalement, ça se gonfle vide. Ok. Mais si elle a perdu de l'air, on peut en rajouter un petit peu. Comment je juge? Moi, je prends une bouteille d'1,5 litre. Je la remplis au robinet. Si je ne suis pas capable de la remplir et que la pompe se déclenche, c'est que ça manque d'air. C'est ce qu'il y a de plus simple. Tu dois être capable de remplir ta carafe. Bah, ouais. Sans que la pompe se déclenche. Sans que la pompe se déclenche. Ok. Parce que si à chaque fois tu te laves les mains, que tu laves une assiette, ça se déclenche, C'est c'est chaud. pas normal. Ok, très bien. Ouais, c'est assez simple à faire. Ça, à régler. Tiens, approche-toi avec la vidéo. Donc là, tout est en 12 volts, donc il n'y a pas de risque électrique. Mets-toi bien, je suis allumé. Hop, comme ça. Donc comme je disais tout à l'heure, là, il y a un gros P de dessiné pour la pression, avec une flèche plus à droite, moins à gauche. Et il y en a une en bas, on ne la voit pas, mais c'est marqué delta P. C'est un triangle delta, avec plus à droite, moins à gauche. Et donc là, je l'ai beaucoup desserré, parce qu'à l'origine, c'est fait pour des pressions plus élevées. Donc si vous voulez plus de pression en général, vous vissez cette vis-là. Ok. Ça va appuyer sur le contact, et puis ça va permettre de mettre en marche. Et puis si c'est juste l'amplitude, bah, vous gérez sur la petite vis qui est là. Si l'amplitude est trop élevée et que la pression est trop haute, eh ben, la pression totale maximum va être très très haute. Et peut-être la pompe ne pourra pas le faire, et inversement. Ça vaut 15 €, 20 €. Si cet appareil-là tombe en panne, il y en a un ici, c'est le même, mais qui n'a pas d'amplitude, il y a pas de, c'est juste un ressort dedans. D'accord. S'il est réglé à 1 bar, bah, 0,9 bar il se déclenche, je déclenche à 1 bar 1 il s'arrête. Bah, Ouais, d'accord. il est binaire, il est binaire moyennant la pression du ressort, quoi. Et donc je ne l'ai pas câblé, normalement il n'y a rien de câblé dessus, voilà, les fils sont derrière. Ouais, c'est ça. Et il y a un domino ici, très pratique. Donc tu as les deux fils là, l'interrupteur qui est dedans, il y a le rouge et le noir de couper. L'interrupteur il est sur les deux fils. Ouais, d'accord. Et comme là il n'y a qu'un seul interrupteur pour un fil, il faut faire un petit montage comme si c'était un... faut décabler cet interrupteur là et câbler l'autre en fait. C'est pas infaisable. Voilà, Non. rien d'autre? Bah, Tout va bien? On a fait le tour quand même. Hein. C'est bien. Hein? Bah si on n'a pas fait le tour avec ça.